Salut à tous, c'est Hydra et on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de l'univers de Pathfinder dans le cadre de la série qui va bientôt paraître sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va voir ensemble l'histoire du monde de Golarion. Alors, on ne va pas la voir en entier car il me faudrait des dizaines et des dizaines d'heures pour en parler et présenter tout ce que l'on peut en dire, mais nous allons voir l'essentiel afin que vous puissiez comprendre l'environnement dans lequel les joueurs vont évoluer. Avant de parler de Corvosa et de la Varisie, lieu où se déroule l'aventure, nous allons voir ensemble un petit résumé des événements très importants qu'a vécu Golarion. La date la plus ancienne à laquelle on puisse remonter est l'an -5293. Alors vous allez me dire, 5293 avant quoi? Ça, on va le voir un petit peu plus tard. Mais une chose est sûre, c'est que cette date est probablement l'année où s'est produit l'événement le plus marquant dans le monde de Golarion. En effet, un astre stellaire nommé la Pierre Étoile s'écrasa sur Golarion et provoqua un cataclysme sans précédent, annonçant un millénaire de ténèbres et d'obscurité sur le monde. Ce cataclysme fut en grande partie responsable de la disparition des premiers humains sur le monde de Golarion. En effet, les deux plus grands empires des premiers hommes étaient l'empire Aslante, qui se situait sur une île-continent du même nom, et le Tassilon, qui était constitué d'exilés du premier. Il ne restait du Tassilon que quelques ruines, et l'île d'Aslante avait coulé dans les profondeurs, privant Golarion de son huitième continent. Finalement, au bout d'un millénaire, l'obscurité disparut de Golarion, et l'âge de l'angoisse commença. Cet âge vit le début de la reconstruction des diverses civilisations, mais fut un âge de chaos, de guerres incessantes, de petits royaumes qui se formaient et se disloquaient. Cet âge fut ensuite suivi par l'âge de la destinée, où une véritable reconstruction vers la civilisation s'engagea. C'est d'ailleurs durant cet âge, en l'an -1281, que le Taldor, empire existant encore aujourd'hui, fut fondé par les descendants des Aslantes et d'autres indigènes humains. Nous arrivons ensuite à la deuxième date la plus importante du monde de Golarion, l'an 1. Que s'est-il passé durant l'an 1? Un événement suffisamment important pour que l'on base son calendrier là-dessus. Eh bien, à ce moment-là de l'histoire, un homme très vieux, puisque cet homme, nommé Aroden, étant le dernier des véritables Aslantes, survivants du cataclysme, fit un acte, ma foi, assez inattendu. Il remonta la pierre étoile du fond de la mer intérieure, là où elle s'était écrasée. En remontant la pierre, il fit remonter avec lui une île entière et accéda également, grâce au pouvoir de la pierre, au statut de dieu vivant. Aroden fonda sur cette île la cité-État d'Absalom, cité encore aujourd'hui sur pied et probablement la cité la plus grande de tout Golarion. Cette cité est très intéressante, mais on ne va pas plus s'y attarder, puisque nos héros, dans l'aventure qui va suivre, ne verront probablement jamais celle-ci. Aroden, lui, en tout cas, s'était imposé en tant que divinité de l'humanité, de l'innovation et de l'histoire. D'ailleurs, l'Empire du Taldor, dont on a parlé juste avant, en fit sa divinité principale, et Aroden s'installa au sein de cet empire. Les siècles continuèrent à avancer, et finalement Aroden disparut. On ne sait pas bien ce qu'il est parti faire, mais tout du moins les cultes qui s'étaient agrandis en Taldor continuaient à disposer des pouvoirs divins que lui conférait le dieu. Oui,
Petite parenthèse, dans Pathfinder, les prêtres et ceux qui dévouent leur vie à une divinité reçoivent des pouvoirs magiques divins de cette divinité, preuve de l'existence du dieu. Bien qu'il existe de très nombreux dieux, ceux-ci accordent souvent leur pouvoir à ceux qui sont le plus dévoués envers leur doctrine, même si dans les faits, les dieux ne s'intéressent que très rarement à ce qui se passe sur Golarion. En tout cas, les choses avancèrent, et l'empire du Taldor, lui, s'agrandit. Toutefois, il devint petit à petit décadent. Le culte d'Afroden décida alors de migrer dans une région qui était sous le contrôle de l'Empire Taldorien, mais voulait un peu s'éloigner de son centre. C'est ainsi que le culte d'Aroden s'installa dans une région appelée le Shediax. Le culte prit très vite une très grande importance dans cette région, à tel point que lorsque le Taldor fut en guerre avec un autre ennemi important, la région en profita pour se révolter et déclarer son indépendance. Dans la foulée, elle aida d'autres régions de l'Empire à se révolter de la même manière. Ces événements prirent place vers l'an 4000. À partir de ce moment-là, la nouvelle nation du Sheliax ne fit que grandir. Elle absorba certaines régions qui appartenaient autrefois à l'Empire Taldorien et colonisa également de nouvelles régions. Alors pour vous donner une idée un peu géographique, le Sheliax se trouve, tout comme une grande partie de l'Empire Taldorien, sur le continent que l'on appelle l'Avistan. L'Avistan, très grossièrement en prenant un gros raccourci, c'est l'Europe. Et le Sheliax se situerait à peu près au niveau de l'Espagne. Alors que le Sheliax s'agrandit, il s'agrandit donc sur le Garonne aussi, un autre continent au sud, on pourrait imaginer l'Afrique, mais surtout plus au nord de l'Avistan vers des terres plus sauvages, et vers la Varésie en l'an 4400. La Varésie est une terre rocheuse qui descend des hautes montagnes de Kodar au nord vers les marais détrempés du sud. C'est donc un pays sculpté dans la pierre. Pourtant, entre les chaînes de montagnes qui sillonnent la région, des terres très variées et vibrantes de vie s'épanouissent. La Varésie est séparée en deux parties par une merveille naturelle spectaculaire. Une ligne continue de falaises qui atteint par endroits une hauteur de 900 mètres. Au-delà de ce chef-d'œuvre naturel, les parois des falaises sont presque entièrement recouvertes de sculptures érodées, de châteaux en ruine et de passages sinistres, creusés pour atteindre les profondeurs de la terre. En haut de ces falaises s'étend le plateau de Storval, une partie aride de la Varésie, faite de collines, parsemée d'une végétation rare et investie par d'innombrables dangers. Le plateau s'étend des monts Pierreux au nord-ouest jusqu'aux Terres Cendres à l'est. Les Terres Cendres sont une étendue désertique de buttes déchiquetées et recouvertes par les cendres d'innombrables éruptions volcaniques des chaînes de montagnes alentours. Sous les falaises de Storval se trouvent de douces collines et des plaines rocheuses constituant les étendues les plus hospitalières de Varésie. Nombre de ces régions sont marquées par d'anciens monolithes, des statues érodées et des cairns d'une taille surnaturelle. Au nord-ouest, des collines couvertes de hautes herbes et des plaines venteuses forment des vallées entre mer et montagne. Au sud, des terres fertiles, grêlées d'étendues de pierres calcaires et de landes enveloppées de brume, bordent l'immense pourriture du marais du Muche. On notera également que la Varésie dispose de nombreuses et épaisses forêts qui regorgent de mystères et de mythes, de communautés d'elfes et de secrets antiques. Maintenant que je vous ai planté le décor de la Varésie, il est temps de parler de Corvosa. Alors Corvosa au début, ça n'était qu'un petit fort militaire. Quand les colons chélaxiens sont arrivés, ils se sont installés sur les abords de la baie des Conquérants, dans le sud de la Varésie.
pour ne pas faciliter les choses, ils se sont installés en plein sur un site sacré appartenant aux Shanti. Les Shanti, ce sont des indigènes, des barbares. Évidemment, la guerre éclata immédiatement entre les barbares et les colons chélaxiens. Mais finalement, c'est bien évidemment la puissance militaire de l'Empire qui l'emporta. Les Shanti furent repoussés jusque sur le plateau de Storval, et nous depuis ce temps-là une haine assez vivace contre les étrangers. Mais Corvosa n'était pas encore une colonie à proprement parler. En vérité, le fort a grandi pour devenir une petite forteresse, mais toujours resté une position militaire jusqu'en 4502, lorsque une petite guerre éclata suite à une insulte envers l'une des familles militaires nobles de Corvosa. Le conflit mit fin à l'existence de la colonie en tant que position militaire, et c'est grâce à celui-ci qu'elle commença à prendre une ampleur bien différente. La croissance de sa population augmenta drastiquement, ainsi que sa puissance économique. Et peu à peu, Corvosa fut reconnue comme une véritable colonie de l'Empire chélaxien. La ville continua de grandir et de prospérer jusqu'en 4606, là où un nouvel événement important de Golarion se produisit. En effet, une prophétie disait que, en 4606, Aroden reviendrait sur la terre chélaxienne et apporterait un nouvel âge d'or. Les festivités étaient prêtes, mais au moment venu, c'est 3 semaines de violentes tempêtes qui frappèrent tout Golarion. Pire encore, les prêtres perdirent tout leur pouvoir. Le culte d'Aroden présuma que leur dieu était mort. Cette situation plongea l'Empire dans une violente et sanglante guerre civile, où les nobles s'arrachaient le pouvoir. C'est finalement la maison Trune qui, en s'alliant à des diables et en pactisant avec Asmodeus, l'archidiable des contrats, qui prit le pouvoir de l'Empire. Ils offrirent l'Empire en pâture au diable et instaurèrent un gouvernement diabolique, un véritable changement pour l'Empire. C'est pendant cette période que de nombreuses colonies, comme Corvosa, se retrouvèrent coupées de l'Empire et durent se débrouiller. Et, comme vous vous en doutez, c'est à ce moment-là que Corvosa déclara son indépendance. Ce ne fut pas sans heurts, je vous passe tous les détails, mais en gros il y eut aussi guerre civile à Corvosa et le sang coula à flot dans ses rues. D'ailleurs, une partie de la population s'exila vers l'ouest de la Varysie pour fonder la ville de Manimar. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. C'est donc à partir de ce moment-là que Corvosa est devenue une cité-État monarchique. Un château fut construit sur le grand mastaba, une sorte d'immense pyramide dont le sommet était plat. C'était le centre du site sacré Shuanti. Le trône, appelé le trône écarlate, accueillit donc les dirigeants de Corvosa, qui se succédèrent bien vite, puisque, de manière inexplicable, ces derniers mouraient tous de manière étrange et prématurée, et aucun d'entre eux ne parvenait à faire naître un héritier du moment qu'ils étaient sur le trône. C'est ces événements qui firent naître la légende et la rumeur de la malédiction du trône écarlate. Parlons un peu du présent désormais, puisque nous sommes en 4708, la date où commencera l'aventure. Plus exactement, nous sommes dans le printemps de l'an 4708. La situation à Corvosa, ma foi, est plutôt bonne. La ville est prospère et son dirigeant, le roi Éodred II du nom, est un bon dirigeant, on va dire. En fait, il ne fait pas grand-chose pour la ville, mais n'est pas un tyran. Ça suffit donc largement aux Corvosiens moyens. Non, c'est plutôt le chambellan Néolandus, le chambellan du château, qui dirige la ville. Et il est plutôt très apprécié de la population. Pas comme la nouvelle reine du roi. Effectivement, il y a 3 ans, le roi s'est marié à une jeune chélaxienne, une femme très très belle au demeurant. Mais le Corvosien la voit comme une croqueuse de diamants, et d'après de nombreuses rumeurs, elle cracherait ouvertement sur la ville et ses habitants,
qui évidemment ne leur plaît pas beaucoup. Mais bon, malgré ça, on peut dire que tout va bien à Corvosa. Je pense que, avant de vous décrire la ville en elle-même, je vais vous faire un petit topo de la situation et du fonctionnement de la ville, car il y a quelques petites particularités intéressantes. La première particularité de Corvosa repose dans sa loi. Effectivement, les guildes sont interdites à Corvosa, à l'exception d'une seule, la Société Céruléenne, une guilde des voleurs. Alors, effectivement, ça peut paraître un peu étrange, mais pour le coup, Corvosa a décidé de réguler son crime, plus que d'essayer de l'arrêter. Et dans les faits, ça marche. Enfin, ça marche plutôt bien. Disons que la Société Céruléenne vend une assurance aux citoyens, dont le prix dépend évidemment de leurs ressources. Et cette assurance les assure qu'ils ne seront pas cambriolés. Dans les faits, la société céruléenne régule également les petits gangs de malfrats et autres seigneurs du crime en calmant leurs ardeurs. Effectivement, si un gang qui ne fait pas partie de la société céruléenne se mettait à, disons, faire du grabuge, il est très fort possible que des membres de la guilde des voleurs aillent leur rendre une petite visite, et pas de courtoisie. Pour le coup, la ville est plutôt sûre. Bien sûr, on peut toujours risquer de se faire voler la tire, mais les meurtres et cambriolages s'en trouvent plutôt raréfiés, ce qui est une bonne chose. Au niveau de l'organisation politique de la ville, c'est donc le roi qui dirige. Enfin, il dirige en bonne partie, globalement épaulé par le chambellan du château, qui est la personne probablement la plus puissante de la ville en vérité, puisque le chambellan du château est la seule personne qui peut destituer le roi ou la reine de ses fonctions. À côté de ça, il y a toute une ribambelle de magistrats qui s'occupent de divers secteurs au niveau de la loi et de tout un tas de choses. Parlons un peu des religions maintenant. Alors, je vous l'avais dit avant, il y a beaucoup de dieux en Golarion. Et je ne vais pas tous vous les présenter au travers de cette vidéo, mais je vais vous présenter du moins ceux qui ont un peu d'importance à Corvosa. Pour ce qui est d'autres divinités, vous en découvrirez peut-être en suivant l'aventure. En tout cas, le culte le plus important à Corvosa est le culte d'Abadar. Abadar est le dieu de la civilisation et du commerce. Et c'est d'ailleurs ce culte-là qui, on va dire, s'occupe de tout ce qui est bancaire. Effectivement, les banques dans l'univers de Pathfinder sont la majorité du temps gérées par le culte d'Abadar, les temples étant plus de véritables coffres-forts que de lieux de prière. Il y a également un temple d'Asmodeus, sorte de condition mise par l'Empire chédaxien pour que la ville entretienne de bonnes relations avec son ancien tuteur. Le temple d'Asmodeus n'est probablement pas le plus visité de la ville ni le plus aimé, mais par contre cela a été un des bâtiments les plus coûteux à construire. Asmodeus est l'archidiable des contrats, c'est lui qui règne sur les diables et sur les enfers. Évidemment, on est dans un contexte bien différent d'Abadar ou même d'Aroden, mais au moins, une chose écrite sur contrat sera respectée, car les démons et les daimons sont difficiles à croire. Bon, je vous dis pas qu'on peut faire confiance à un diable, mais au moins les diables ont tendance à respecter leurs paroles. Attention aux petites écritures en bas de contrat, bien sûr. L'autre culte très important de la ville est le culte de Pharasma. Pharasma est la dame des tombes, celle qui s'occupe du cycle de la vie et de la mort. Elle règne sur le purgatoire, elle accueille les âmes des défunts et les dirige après la mort. C'est véritablement celle qui veille sur les cimetières, et son culte s'occupe notamment de gérer le cimetière de la ville et font aussi office de gérer les naissances. Il y a énormément de sages-femmes parmi les prêtresses de ce culte. La ville dispose également d'une petite église dédiée à Sarenrae, la déesse du soleil et de la guérison. Un endroit ma foi simple,
mais où on peut s'y faire soigner, et sans payer trop cher. Bien sûr, l'utilisation de la magie est régulée en ville, et les prêtres ne peuvent pas dispenser leur magie divine comme ils le souhaitent. Mais les gens de Sarenrae ont très souvent bon cœur. Enfin, il y a un temple de Shélin en ville. Shélin est la déesse dédiée à la beauté, l'amour et aux arts. Son temple est un véritable lieu fleuri, un lieu où on aime s'y balader et s'y reposer. Outre ça, le culte n'a pas vraiment d'importance en ville, mais le temple existe et de nombreux suivants de Shélin se trouvent en ville. Le roi Éodred II n'a peut-être pas fait grand-chose pour la ville, mais s'il a fait quelque chose, c'est bien d'ériger le panthéon de la multitude. Effectivement, en ville se trouve un énorme bâtiment. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un temple à proprement parler, cet énorme bâtiment dispose d'un hôtel pour presque toutes les divinités plutôt acceptables qui n'ont pas leur temple en ville. Et il y en a plus d'une dizaine, mais comme dit, je ne vais pas revenir dessus. Parlons maintenant des organisations militaires de la ville, puisqu'elles sont tout de même au nombre de trois. La toute première est la Garde écarlate, ou la Garde de Corvosa. Il s'agit tout simplement de l'armée de la ville, mais hors temps de guerre, elle fait office de garde urbaine. La Garde de Corvosa sert tout d'abord la ville, et en second le souverain seulement, puis en troisième Abadar, qui la finance. C'est une armée de terre principalement. Elle dispose d'un quartier général qui se trouve dans la citadelle de Volcheniek. Le maréchal actuel, Cressida Croft, a plutôt bonne réputation. En même temps, elle a repris une garde qui avait quelques problèmes avec son ancien maréchal, mais elle fait de son mieux. Et globalement, la population apprécie bien la garde de Corvosa. La Garde écarlate travaille main dans la main avec les deux autres organisations. Nous avons la Compagnie du Sable, qui est une compagnie de marines montée sur hippogriffe d'élite. Ils répondent eux directement à la couronne de Corvosa et reçoivent leurs ordres directement donnés de la part du chambellan, aussi appelé le sénéchal du château. D'ailleurs, tous les chambellans de château de Corvosa sont d'anciens amiraux de la Compagnie du Sable. Leur mission est de défendre les cieux ainsi que les eaux de la ville. Souvent, quand on est à Corvosa, on voit les patrouilles de ces soldats montés sur ces magnifiques créatures qui sillonnent les cieux. La troisième organisation militaire est un peu moins reluisante. Il s'agit de l'Ordre de la Pointe. En effet, un groupe de chevaliers infernaux du Cheliax s'est installé non loin de Corvosa à la demande de l'une des anciennes reines de la ville, la reine Domina. Et depuis ce temps-là, la couronne les paye comme mercenaires. Alors un chevalier infernal, qu'est-ce que c'est? Le Cheliax, autrefois, était un empire guidé par Aroden et disposait de nombreux ordres de chevalerie et de paladins. Lorsque l'Empire sombra dans le diabolisme, ces ordres de chevalerie, ayant perdu leur dieu, se tourna eux aussi vers les diables. Et c'est ainsi qu'ils se tournèrent en chevaliers infernaux. Ce sont des guerriers loyaux, mais qui n'hésitent pas à faire tout ce qu'il faut pour remplir leurs idéaux. En l'occurrence, l'ordre de la Pointe a pour idéal de maintenir l'ordre et la civilisation à tout prix. Ça en fait des super gardes. Bon, par contre, il ne vaut mieux pas jouer au malin avec eux. À côté des gardes de Corvosa, on pourrait jouer à méchant flic, gentil flic. En ce qui concerne la magie à Corvosa, il faut savoir que Corvosa accueille l'une des écoles de magie les plus célèbres d'Avistan, l'Académie. C'est une très grande école de magie qui a été fondée par Volcheniek l'Immortel, un mage très puissant qui a vécu à Corvosa il y a un siècle de cela. C'est d'ailleurs en son honneur qu'a été fondée la citadelle Volcheniek dont on a parlé avant.
Bref, il y a aussi une autre école de magie, plus petite, l'université Teumanexus, mais cette dernière est souvent moquée par les magiciens de l'académie, qui la voient comme petite école pour enfants, alors que l'académie, elle, forme de véritables magiciens. Enfin, ça, c'est ce qu'ils pensent. Mais en tout cas, la réputation de l'académie n'est pas à faire. C'est véritablement l'une des écoles des magies les plus réputées d'Avistan. Peut-être même du monde, à vrai dire. D'ailleurs, je pense que parler de l'académie est une bonne transition pour parler du symbole de la ville. En effet, la ville a pour symbole un pseudo-dragon, une sorte, on va dire un espèce de dragon faisant la taille d'un chat. Rien de très impressionnant, mais ces créatures sont très malignes et farceuses. L'autre partie de l'emblème est un diablotin, puisqu'effectivement, la... le diplôme de l'académie est reçu lorsque l'on parvient à invoquer un diablotin. Mais de très nombreux étudiants ne veulent pas garder cette créature et la laissent donc filer. Et ces derniers se retrouvent à virevolter dans les cieux de la ville. Les diabletins se réunissent en gang et font de véritables guerres aériennes avec les pseudo-dragons, aussi grands qu'eux, ce qui donne souvent lieu à des palais assez intéressants à regarder. La ville en a finalement fait ses emblèmes. Parlons un peu de la géographie de Corvosa désormais. Corvosa se situe sur le double méandre du fleuve Djégaré, juste devant l'embouchure du fleuve qui se jette dans la baie des Conquérants. La majorité de la ville se trouve sur la presqu'île. Il y a un petit quartier, Rivest, qui se trouve du côté est du fleuve, alors que le reste de la ville se trouve du côté ouest. Rivest donc se trouve de l'autre côté du fleuve. Il est connecté au reste de la ville par le haut pont et il est également le foyer de plusieurs familles nobles liées à l'armée. Dans ce quartier se trouve notamment la deuxième école de magie de la ville, l'université Teumanexus. Il y a ensuite le district de la Grisaille. Ce district se trouve au sud de la ville et n'est ni adjacent au fleuve Djégaré ni adjacent à la baie des Conquérants. En fait, ce district est bien entouré de murs et plutôt bien gardé. Le district de la Grisaille contient en vérité le cimetière de la ville ainsi que la grande cathédrale de Pharasma, et l'accès y est en général interdit. En effet, les prêtres veillent au grain sur ce district, et c'est ici qu'on enterre tous les morts de la ville. Car à Corvosa, il se passe des choses étranges. Il se trouve que les cadavres ont tendance à se relever. Donc, le culte de Pharasma a pris des mesures adéquates. Bien qu'il est possible de pouvoir rendre hommage à une tombe pour une personne d'une famille suffisamment aisée, la plupart des petites gens ne peuvent malheureusement pas aller se recueillir. Le district des hauteurs se situe sur la côte ouest de la ville. C'est le foyer des maisons nobles les plus puissantes de Corvosa, tout comme le monarque par exemple, vu que le château se situe dans ce district, tout comme l'académie la plus grande des écoles de Corvosa, celle de renommée mondiale dont on a parlé juste avant. Se trouve également le quartier général de la Compagnie du Sable, les Chevaucheurs d'Hippogriffes. De plus, depuis les plus hauts points de ce district, il est possible d'avoir une vue plongeante sur le reste de la ville, de façon littérale et figurée. Le district du Médian est le quartier dont parlent les touristes quand ils parlent de Corvosa. Situé dans la partie sud-est de la ville, ce quartier abrite la majorité des marchands, des magasins et des institutions financières de Corvosa. C'est également dans ce quartier que se trouve la citadelle de Volcheniec, le QG de la garde. On trouve également le haut pont qui permet de traverser le Djégaré et d'atteindre le district de Rivest. Le district de Pointe-Nord est l'un des premiers quartiers de Corvosa. En effet, c'est le premier à avoir été véritablement développé.
C'est dans ce quartier que l'on trouve par exemple les familles issues des premiers colons, mais aussi la majorité de l'administration corvosienne, comme par exemple l'hôtel de ville, les tribunaux ou le temple d'Abadar. Le district est bordé au sud et au sud-ouest par le Médian et le quartier des Hauteurs. Au nord, il est séparé de l'îlot qui contient la vieille Corvosa par le canal de Saint-Alica. À l'est, un grand pont, nommé le pont Nord, traverse le fleuve Djégaré et permet d'accéder au faubourg de la ville. La vieille Corvosa, ensuite, on en parlait il y a un instant. La vieille Corvosa est bordée au sud par le canal de Saint-Alica qui la sépare de Pointe-Nord, au nord et à l'est par le fleuve Djégaré et à l'ouest par la baie des Conquérants. Comme son nom l'indique, la vieille Corvosa est le quartier le plus ancien de Corvosa. C'est sur cette île que les colons débarquèrent et fondèrent le fort Corvosa. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le quartier le plus peuplé et le plus pauvre de la ville. Et enfin, le dernier district de la ville, le district de Rive-Sud. Comme son nom l'indique, le district se trouve dans le sud de la ville. Il est juste à côté de la grisaille qui le borde à l'est et de la baie des Conquérants à l'ouest. Le quartier ne souffre pas de surpopulation et est plutôt calme, et d'ailleurs très prisé des nouveaux riches. C'est dans ce quartier que l'on trouve également le Panthéon de la Multitude, dont nous avons parlé un peu auparavant, lorsqu'on parlait des cultes en ville. Et le quartier contient également l'ambassade elfique des elfes de la forêt de Meriani. Voilà, nous avons fait le tour des districts de Corvosa, mais il reste deux choses dont l'on doit parler. Effectivement, il y a deux autres particularités à la ville qu'il est important de mentionner. La première particulier sont les tuiles. Les tuiles, c'est une sorte de ville sur la ville. Les personnes les plus pauvres ont commencé à construire leurs propres maisons au-dessus des maisons, immeubles et bâtiments existants, créant de véritables quartiers au-dessus des quartiers. Ces rues aériennes permettent de se déplacer dans divers endroits de la ville, à l'aide de planches et de chemins plus ou moins acrobatiques. Ces endroits sont souvent dangereux et malfamés. Il y a même d'ailleurs des rumeurs qui parlent de quelques créatures étranges et abominables qui ont élu domicile dans ces parties-là de la ville. Heureusement, on ne trouve pas les tuiles partout. Elles se trouvent en grande majorité dans la vieille Corvosa, très atteint par la pauvreté, mais on en trouve aussi pas mal dans le district du Médian. La deuxième chose, et vous vous doutez peut-être de quoi il s'agit, puisque c'est vrai que nous n'avons pas du tout parlé depuis que je vous parle de Corvosa, il s'agit des docks, puisque évidemment Corvosa, vous l'avez compris, est une ville qui se trouve dans un contexte plutôt côtier. Hein. Bien qu'elle soit en bonne partie adjacente à la baie des Conquérants, cette plus grande partie se trouvant être le quartier des Hauteurs, qui se trouve sur une falaise montante, ne dispose pas de docks. Les docks se trouvent principalement sur le district de la vieille Corvosa et sur le Médian. Et les docks ont la petite particularité d'appartenir tous à des familles nobles. Et à Corvosa, on représente presque la richesse et la puissance d'une famille au nombre de docks qu'elle possède. D'ailleurs, la famille qui en possède le plus est la famille la plus riche de Corvosa, la famille Arcona. Mais bon, vous en apprendrez peut-être plus sur cette famille durant l'aventure. Et de la même manière, je ne vais pas vous décrire toutes les familles nobles de la ville, car il y en a un certain nombre, et ne sont peut-être pas toutes intéressantes, et il sera plus intéressant de les amener durant l'aventure. Nous arrivons maintenant au terme de cette vidéo, et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, et j'espère que cette présentation, ma foi, assez résumée, vous aura plu. Alors, c'est un exercice pour moi qui est un peu compliqué, je n'ai pas du tout l'habitude d'enregistrer de cette manière, enfin d'enregistrer en général, donc j'espère que je n'aurai pas eu l'air trop mal à l'aise. En tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai hâte de commencer l'aventure et de vous la faire partager. N'hésitez pas bien sûr à me poser des questions en commentaire, si vous voulez peut-être avoir des détails que j'aurais omis.
peut-être que je ferai d'autres vidéos de ce genre si nécessaire. Mais pour l'instant, celle-ci devrait faire l'affaire pour poser les bases. Je vous dis donc à bientôt dans les rues de Corveza pour suivre l'aventure et le destin de nos futurs héros.